les fainéants en Guinée, pourquoi ils n'ont rien fait? Comme vous dites, peut-être comme moi je suis d'accord avec vous, hein, moi je ne connais rien en médecine. Non, mais en plus sur l'hypothèse supportée par le camarade docteur, moi je suis sûr d'une chose. Si les 7000 avaient été payés, le petit là allait partir. Oui. Donc l'hypothèse de en phase finale, Dieu se le fait. Mais si les 7000 avaient été payés... Le petit n'allait pas avoir ça. Camarade, il savait que sur place là, le petit n'avait pas payé ça. Et au moment où sa maman est dans l'avion, j'ai dit paye 7000. Oui, mais non, j'évoque une hypothèse. Voilà, j'ai retrouvé un. J'ai conjugué au conditionnel. J'ai dit si les 7000 avaient été payés, ils allaient voyager. Voilà, je vous donne ici, hein, dans le texte, il est là, le texte réglementaire. Ils disent que cela est fait de manière stricte les motifs médicaux admissibles. Pathologie cardiovasculaire lourde, tumeur nécessitant de la radiothérapie, bilan neurochirurgicaux spécialisé, excluant des faits d'évacuation de confort qui grèvent historiquement le budget de l'État. Ça veut dire que le petit là, il pouvait faire partie des gens que l'État pouvait prendre en charge. Ça fait 1 mois que la situation est discutée ici. Je suis d'accord. Il remplit les critères. Il remplit tous les critères. Mais je vais te dire, là-bas, là, je vais te donner une explication. C'est ce que tu dis. C'est ce qui avait fait que Tapoter. CNS est plus même. La Caisse nationale de sécurité sociale, il y a des appareils de dernière pointe qu'on avait envoyés. C'était que quand cela est fait, tu viens, tu fais le bilan ici. Ils se sont battus même jusqu'à ce que ça soit à l'intérieur. Ah oui, j'ai appris ça sous Malik Sankon là. Je suis en train d'expliquer. Donc tout ça là, c'était de faire de telle sorte que ceux qui sont à l'intérieur, qui ont ces pathologies, quand c'est dépisté, qu'on puisse faire. Mais malheureusement, en Guinée, l'indigent a tort. Sinon, c'est-à-dire, en Guinée, tous les textes de loi sont bien là. La mise en pratique. J'ai vu beaucoup de cas. Il y a un autre même que j'accompagnais. La page là, et ils ont enlevé ma page là. Il y a une dame qui était venue des pays-là. Mon frère, pour te dire que le gouvernement va te prendre en charge, tu n'as pas quelqu'un à la présidence. Tu n'as pas quelqu'un qui est dans le réseau. Je vais te dire, la dame là, on a même fait des vidéos, c'est sûr. Je pense, en mosaïque encore, j'ai cliqué tout de suite, on dit c'est en maintenance. On a tout fait. Mais si tu as un parent là-bas, ça passe vite. Regardez, hein. Ça passe vite. Ils ont le petit qui est rempli. Regardez, hein, on dit pour les citoyens ordinaires, les cas humanitaires et indigènes, il dit quoi? Pour les personnes n'appartenant pas à la fonction publique et n'ayant pas les moyens financiers, l'accès se fait sous forme de secours financier exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un certificat d'indigence délivré par les autorités communales, la commune ou les services sociaux. Il prouve que le patient est dans l'incapacité absolue de financer ses soins. Après un arbitrage qui se fait à la présidence et le ministère des Affaires sociales, le dossier est transféré au fonds d'urgence humanitaire de l'État, souvent géré via le cabinet du chef de l'État ou le fonds de solidarité nationale, qui décide d'accorder une enveloppe budgétaire exceptionnelle pour couvrir les frais de transport, les soins, etc. Tout est clair, la loi est claire. Hein. Mais les Guinéens ne sont pas au courant. L'applicabilité, non. C'est eux seulement qui bénéficient de ça. Et aussi, ces lois aussi doivent être non seulement promulguées, mais transcrites en langue nationale que les gens cherchent. Mais tout ce qui arrange le peuple, qui est pour le bonheur, c'est pour ceux qui sont aux affaires et leurs parents. Sinon, ça devrait être traduit dans toutes les langues, permettant à des citoyens lambda qui sont à l'intérieur du pays, qui souffrent de ces pathologies, d'avoir l'aide de l'État. Mais d'abord, c'est une restriction qui est déjà mise en place pour pouvoir mettre à l'écart. Il y a tellement de personnes qu'on publie sur les réseaux sociaux, telles que l'autre que Mariam Touré a publié là, celle qui a les 2 tumeurs de sein là. Mais tu vas voir, ça va traîner. Combien de fois elle publie ça? C'est pas le cas du petit. Tu as vu la dame qui a les 2 gros seins, on dirait là. C'est des tumeurs ça. Mais, on a publié ça, ça fait plus de 2 millions de vues. Va regarder si quelqu'un a bougé là-bas. Mais c'est quand elle sera en phase finale, on fait semblant, on envoie à l'aéroport, elle part. Sinon, Malik, quoi qu'on dise aujourd'hui du gars qui disait qu'il a 3000 jeunes dans le temps, mais il a bien décentralisé, j'ai apprécié ça. Il y a des choses que le gouvernement fait, moi j'apprécie. Au lieu que ça ne soit seulement à Conakry, il cherchait à envoyer dans les régions, parce qu'on pouvait détecter ces cas-là, aider ces Guinéens-là, qui pouvaient être utiles après la maladie pour les sauver. Ça a été décentralisé. Mais dans quel but? La décentralisation de ces matériels de pointe-là a apporté quoi? Quels sont les Guinéens lambda qui sont indigents, qu'on a présentés à la télé, qui ont été pris en charge gratuitement? Je ne vois rien. Si ce n'est pas, tu n'es pas lié à la famille présidentielle ou à un ministre ou à un truc, comment on peut vivre comme ça dans un pays? J'ai trouvé la lettre. Pour ceux qui veulent le chercher,
C'est l'arrêté conjoint portant à réglementation des évacuations sanitaires à l'étranger pour le compte de l'État. Voilà. C'est l'arrêté conjoint du 30 décembre 2015. Il est très clair. Franchement, les Guinéens devaient bénéficier depuis 2015. Mais voilà, comment ça se passe? Réseau, t'as pas de famille, t'as rien. Allez, c'est pas qui se parle là. C'est Non, dommage. mais ouais, Oui, en je fait, voudrais- moi, je suis... Ouais, allez-y. Non, je voudrais simplement appuyer ce que disait Pitaka. C'est que la manière elle est très mauvaise. Et le faisant ainsi, ils ont poussé à ces messieurs à mourir dans le désespoir. Total. Si on l'avait dit que, messieurs, vos jours sont comptés, on allait le ramener à la maison, l'accompagner, lui permettre de mourir dignement. Et puis, avant même sa mort, il allait accepter son sort. Ouais. Mais regardez le visage de ces demoiselles. Le désespoir était visible. Et puis, ils allaient arrêter de dépenser du peu qu'ils gagnaient. C'est que quand il y a une maladie pareille, d'autres partent jusqu'à revendre même leur parcelle de terre. Oui, en espérant. Leur maison, en espérant. Mais si tu es au courant, peut-être tu n'as plus d'espoir, mais tu vas arrêter de dépenser tout cet argent et puis accompagner le membre de ta famille à mourir dignement. Il faut que cette façon change. Maintenant, monsieur Mamadi, est-ce que ça coûte quoi à la Guinée de construire un hôpital digne de nom qui peut empêcher des évacuations? Moi, j'ai même vu qu'on évacue des gens qui ont comment on dit ça, le diabète. Je viens sur ça. Je pense que, voilà. Comme tu as posé la question, quand le CNRD est venu, il y a eu des bons projets qu'ils avaient initiés. C'est-à-dire, je pense que les trucs qui existent, ils devraient faire des hôpitaux dans les 8 provinces, disons, dans les 8 régions administratives. Il y a eu pose de pierre. Mon frère, le populisme là, ça paye pas. Sinon, c'était la meilleure idée d'abord. Et ensuite, j'ai parlé de cette maladie-là. Je te dis, moi, j'ai eu une bourse avec ça. Ça, c'est en 2012. Et il y a des maladies dont la spécialité ne se trouve pas en Guinée. C'est logique. Dont plusieurs tumeurs. Seulement, ce qu'on nous a aidé, c'est pas la Guinée qui a fait le centre de prévention gynécologique des cancers du col à Donka. En plus de ça, au moins ça, c'est la prévention. On pouvait faire un hôpital ou envoyer des médecins au lieu toujours. C'est-à-dire le problème, pour ne pas toujours donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Qu'est-ce qui empêche l'État de prendre? Moi, je suis partant, même si c'est leur membre de famille. Je n'ai pas de problème, moi, au niveau qui. On prend des gens, au lieu de les envoyer, ils vont se spécialiser. Dans 5 ans, on a des spécialistes de ces maladies-là, ici. Ouais. C'est-à-dire, le problème n'est pas... J'ai toujours dit que le problème, c'est qu'il faut le résoudre. Et ce que vous avez dit de l'autre côté, quand je t'ai quitté en Corée du Sud, je suis venu tellement que là-bas, la médecine, on appelle ça, la santé mobile était développée. J'avais envoyé un projet. Parce que la dame qui a reçu la balle là, si c'était la santé mobile qui était vraiment développée dans un pays, tel que j'ai vu par là-bas, non, à la minute, elle pouvait être sauvée, même l'enfant sauvé. Mais ça n'existe pas chez nous. Mais quand tu envoies, d'ailleurs, on n'accompagne même pas, c'est pas leur problème. Donc, le problème, ils avaient, dans les 8 régions administratives, ils ont fait pause de pierre. Vous pouvez fouiller, hein. Ça, c'est dans la première année. J'ai tout, j'ai fait. C'était les meilleures méthodes pour ne pas toujours continuer à envoyer les gens. Si on fait ces hôpitaux-là dans les lieux, qu'on cherche au moins 8 médecins qui vont se spécialiser. La spécialisation, c'est 5 ans minimum. Minimum. Dans les domaines là, au lieu d'envoyer toujours, regardez le transport aller-retour, la prise en charge, regarde le budget dont le gars parle là. Au lieu d'avoir le budget là sur 20 ans, 30 ans, c'est l'État qui perd, c'était d'envoyer. Moi, je suis d'accord que ce soit l'un membre de famille. Parce que je ne veux pas aller sur d'autres problèmes. Mais qu'ils envoient des Guinéens, qu'on dise qu'il y a des Guinéens spécialisés pour telle tumeur ici, pour telle tumeur ici, tel que Dr Bangali pour les cancers des seins, et le professeur maintenant. Des tumeurs là, si les tumeurs, c'est-à-dire on fait la fréquence, quelle est la tumeur là? C'est ce qu'on appelle en médecine, étude cas témoin. On fait ces études-là. Quelle est la tumeur la plus fréquente en Guinée qui demande vraiment des évacuations? Au lieu qu'on évacue 2000, 10 000, il faut prendre des médecins, on les spécialise là où on les évacue. Si c'est en France, on les envoie en France. Si c'est en Belgique, on les envoie en Belgique. Si c'est tel pays, quand ceci-là se retourne, on va plus évacuer ça. On cherche les matériels qui sont utilisés là-bas. Ça nous fait un point de plus. Mais mon frère, l'Africain, j'ai l'impression, c'est pas tous les Africains aussi, hein, mais le Guinéen, même si c'est les mots de tel, si tu es ministre, tu dois te retrouver en France. Donc, on va continuer tel que Vladimir Poutine a dit là.
portent les paires de chaussures qui viennent de l'Italie, les chemises qui viennent des États-Unis, de la Chine. On est malade, on va chez eux. Parce que j'ai toujours dit que nous, si nous considérons chez nous comme la boue et on refuse de réflexionner, de travailler cette boue-là, excusez-moi, même tous ceux qui sont en extérieur, quand tu meurs là, on va prendre ton corps, on enfuit dans la boue que tu as refusé de participer à sa confection et à sa perfection. En tant qu'on ne prend pas des initiatives pour devenir indépendant dans certains domaines, certes on ne peut pas le faire pour tous les domaines, mais on va toujours se retourner à la case de départ. Sinon c'est là, ils avaient posé des pierres, mais rien. Donc c'est ça la réponse à la question. Voilà. Oui. Moi, j'ai témoin pour ça. En tout cas, moi, je voulais vous montrer ici l'état d'avancement des différents hôpitaux. Et je dis que... Allez-y. Voilà. Nous, moi, avec des groupes ici, en Amérique ici, là, vous savez, quand Alpha Condé venait avec tout son groupe là, quand ils sont venus à New York là, nous, on avait des gens qui voulaient construire des hôpitaux dignes de nom, de Conakry jusqu'à Yomo. Le contrat était 10 milliards de dollars. On est venu, on les a fait rentrer dans la chambre du président, dans le bureau du président, dans le salle. Ils sont parlé avec Alpha Condé, il était tellement content. On lui dit non, allez-y voir Kassouri. On vient voir Kassouri. Kassouri dit il faut qu'on lui donne 7%. S'il demande, il n'est pas mort, il peut venir. On peut discuter de ça. Il y avait, Silla là, le gars qui était ministre là, Mamadi là, le gars là, Abé Silla, il était là-bas. Quand on l'a dit, il dit il faut qu'on lui donne 7%. On dit non, c'est bon, on laisse tomber. C'est ça qui est mort. Ou bien en Guinée, là, personne ne va mourir de quoi et quoi. Là. Je dis, de Conakry jusqu'à Yomo. Ce que je dis, c'est pas que Kassouri n'est pas mort. Kassouri Fofana, il n'est pas mort. Il peut venir. Lui et moi, on s'arrête, je parle, si je mens. Ça, là, c'est carrément à New York, il dit il faut qu'on lui donne 7%. Après moi, mon frère, quand on était venu, on dit, ah, non, on va aller chercher un autre frère, parce que lui, il est Maurianais. Il dit, un temps, ça t'arrête de faire. S'il écoute, il peut savoir. Ana pe munya moi me dans la Guinée moi tout arrêter fait parce que moi toi maraba fait la Guinée là il t'a 7% quoi il t'a créé 7% de la Guinée qui dans son et ça là ça là je veux pas dire que moi je suis pas contre Mamadi mais ça là depuis là-bas là c'est ça là je voulais témoigner à ça quoi c'est ça on peut continuer ça je suis 100% il peut venir je viens je m'arrête devant lui je lui parle il écoute si ABC là écoute il peut témoigner. Donc, c'est pour ça que je demande, je dis que la Guinée va aller où? Quand? On va aller devant quand? Personne ne veut pas le bonheur de quelqu'un d'autre. Il veut seulement lui seul. Il prend main dans sa poche. Il s'en fout des restes. Même son propre frère, il peut prendre son propre frère, il prend l'argent, met dans sa poche, il continue, il s'en fout. Ah oui. Voilà, tu vois, non? C'est ça. Donc, quand on parle, des fois, je suis tellement élevé, là, je ne voulais même pas parler, il reste seulement en ta côté. Parce qu'il y a des mots là que je connais, il y a beaucoup de choses que je connais. Quand je parle là, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas rentrer en Guinée. Voilà. Parce qu'il y avait un groupe ici là qu'on connaissait jusqu'à présent et il veut le faire. Mais quand tu vas, on a un projet, un grand projet Pitaka, des ponts, tout sous la mer, Bolobien. Tu fais de tout, tu vas jusqu'à à Forcaria, tu fais de tout, tu viens vers Bofi, jusqu'à Bolobien. Les ponts sur la mer. On parle là, les gars ont dit il faut qu'on donne un peu d'argent pour qu'ils puissent passer les papiers. Allez dormir là-bas. Là aussi, c'est un contrat de 5 milliards de dollars. Peut-être demain, je vais t'envoyer la maquette. Je vais t'envoyer demain, tu vas voir. Dès qu'on finit, je vais t'envoyer la maquette, tu vas voir. Tu vas lire, tu vas voir. Ce que je dis, c'est pas mentir. Moi, je suis ici là. Quand on dit, tu peux pas envoyer. Mais quand tu envoies les gens là-bas, il faut que tu payes. Il faut que tu donnes ça là, il faut que tu mets les pouvoirs. Quand tu envoies les gens, tu dis, mon pays a besoin de ça, il vient qu'on dit à les gens là, il faut que tu payes ça, il faut que tu donnes ça. Et maintenant, on va te regarder. Moi, mon argent, je vais mettre mon argent dans ma poche. Ça va pas, oui, j'ai investi quelque part, j'ai investi dans quelque part là, il gagne l'argent, et puis c'est bon. Vous perdez. Tu vois? C'est ça, mon frère. C'est pitoyable, mon frère, c'est pitoyable. C'est pitoyable, mon frère. Wallahi. Tu peux continuer, Pitaka. Je voulais témoigner ça seulement. Ok. Allez-y, on va essayer de voir. Même j'ai essayé de vérifier un peu sur les... Pitaka, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter sur le témoignage de Louis. Moi, c'est mon père même qui m'a expliqué. Ça, c'était au temps du professeur Alpha Condé. Une dame aussi est venue de l'Europe. Elle voulait construire des hôpitaux. Elle et son ONG. Et même ces hôpitaux allaient avoir un Merovac, un hélicoptère pour ces hôpitaux, en cas d'urgence. Finalement, la dame là, il a fallu qu'elle se cache. Elle est sortie de la Guinée à moto.
Elle est partie vers le Sénégal et puis elle est rentrée en Europe. Parce qu'on a voulu l'enfermer là-bas. Tout le monde voulait des pots de vin. Et les ministres là ne savaient même pas que le téléphone de la dame est écouté par la compagnie. Ils écoutaient tous les pots de vin qu'on demandait à la dame. Finalement, il a fallu qu'elle fuit de la Guinée et rentre pour ne pas qu'on l'enferme là-bas. C'est très dommage, hein? C'est dommage. Allez-y, M. Pitaka. Voilà, par rapport aux hôpitaux régionaux, vous allez voir, il y a le taux d'avance. Allez-y, M. Nipogui, allez-y. Non, juste, ça, c'est les autres, là, ils ont parlé le temps d'Alpha. Les autres, moi, je donne un exemple sous le CNRD. Il y a un Américain qui était venu ici, il était logé dans Dolphin 2, au niveau des résidences de mine. Il y a Dolphin 1, il y a Dolphin 2. Le monsieur, il était venu pour ça. Mon frère, c'est affaire de pot de vin. C'est ce qui va faire que le pays là ne va pas avancer. Le monsieur avait 2 projets. Vous avez entendu un monsieur qui était venu en guerre privée que le boucher de Conakry se cachait, pensant qu'ils vont l'enlever sur pouvoir. C'est du monsieur que je vous parle là. Quand je parle de là-bas, est témoin, hein, le monsieur est rentré en contact avec nous, avec des avocats internationaux. Mais zéro tolérance avec pot de vin. Mon frère, le Guinéen, en tant qu'il n'a pas un intérêt sur le peuple, ça ne va pas se faire. Le monsieur, il était en contact avec une entreprise internationale. Vous mettez Get International. C'est des gens qui ont fait au moins dans plus de 100 pays. J'ai tout regardé. Ils font des bâtiments de 100 ans de garantie. 100 ans. Le monsieur est venu avec ça, ça allait faire des hôpitaux dignes de nom. Mais vous savez ce qui s'est passé? En Guinée, j'ai respecté l'ambassade du Japon. Quand le Japon a fait des dons d'ambulance, ils disent que le ministre de la Santé a dit, ma part, ils ont fait ça dans leur rapport. Chaque ministre fait le pot de vin. Et qu'avec les gens là même, c'est 1 million d'euros. Et je vous dis encore, Dadis a dénoncé ça ici du côté de l'autre, dans son premier ministre. Il a 5% sur toutes les entreprises qui sont passées à la primature. Le gars aujourd'hui qui se fait comme conseiller de Mamadi. Alors, voilà, Dadis a dit ça publiquement, c'est pas au niveau qui le dit. Hein. Le gars là. Comment voilà. Des gens, non seulement ils prennent le pot de vin, mais ils ont un pourcentage. C'est-à-dire pour eux, c'est à vie en tant que l'entreprise existe. Mais Mamadi a dit qu'il allait rompre avec les pratiques du passé. Vous savez, bon, comme nous autres, on cherche à nous faire du mal en critiquant là, c'est ce qui les fait mal plus que ce qu'ils font. Plus, c'est l'action qui devrait faire mal plus que les critiques. Parce que quand on dénonce, c'est pour que ça change. Mais nous, on ne vient jamais pour insulter quelqu'un, on vient pour dénoncer. Mais les gens, avec quelle pratique des erreurs du passé, Mamadi a rompu alors? Ce qui était petit pour eux, c'est 1 million d'euros. Je prends l'exemple que je vais parler. Là-bas, ils ont demandé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre les moutons là chez nous. Il y a un juif qui était venu, vous avez entendu parler de ça. Le juif là est venu, je ne parle pas de l'argent qu'il avait mis sur mon compte, moi, avec une entreprise dont ils m'ont fait DGA de soins. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la présidence? Les gens, ils demandent 2 millions d'euros. De surcroît, il y a un monsieur que je ne vais pas dire son nom. On va aller aux banques. Moi, je parle pour montrer aux gens là, c'est des dépôts banques qui savent cette histoire. C'était des milliards dans le compte de l'entreprise. Mais ils sont allés bloquer d'ailleurs au moment où on faisait gel des voleurs du pays là. Ils ont gelé le compte. Moi, je viens, j'explique aux gens, ils disent non, c'est gelé. Comment tu as eu l'argent là? Comment tu as eu l'argent là? De n'importe quoi. Mon frère, il faut respecter les juifs là. Hein? Ça aujourd'hui, je vais vous dire ça aujourd'hui. Le monsieur m'a dit au niveau qui, on a confiance en toi. Laisse les gars là. Ce que tu vas faire, va seulement, tu donnes ta carte bancaire à la banque. Dès que on a mis la carte, tout le système est bloqué. Ça, je vous informe ça. Ils connaissent cette histoire. Ils ont commencé à me prier. Ils me prennent pour un informaticien Dieu, quoi. Le monsieur est assis là-bas, il dit, en tant qu'ils ne font pas le virement, je ne vais pas laisser. Ils font ça, ils ont peur seulement que des juifs. Le gars a bloqué tout le système. C'est comme ça l'argent là est sorti. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Comme en gérant les gels des cassories, des anciens dignitaires, on peut gérer le compte là. C'est comme ça ils ont fait. Le monsieur a demandé, les gens disent ils ne veulent pas c'est affaire de pot de vin qui bloque tous les contrats ici en Guinée. Non seulement il y a affaire de pot de vin, mais aussi ils ont leur pourcentage. Il y a d'autres c'est 15% ils veulent, il y a d'autres c'est 7%, 10%, 5%, et ainsi de suite. C'est-à-dire il devient actionnaire par la force sur ce qu'on doit faire pour arranger son peuple. C'est comme ça l'argent là était sorti. Sinon, moi je voulais avoir des problèmes mortels parce qu'avoir des problèmes avec ces juifs là, j'allais finir ma vie. Mais les gens ont vérifié, l'argent est Texas dans le compte là. Les gros banques connaissaient ce qui s'est passé. Ils ont fait le virement par peur. Hein? Donc, ce que les gens disent là, c'est effectivement affaire de pot de vin. Tu vas trouver quelqu'un, il s'en fout, il demande son pot de vin, c'est pas déposé, il s'en fout du peuple. Donc, nos dirigeants s'en foutent du peuple, ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. C'est ce qui fait qu'on est dans des situations pareilles.
Ok, je comprends. En fait, les hôpitaux régionaux, j'ai vérifié les textes. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Imaginez, ces hôpitaux-là, nous allons continuer à rembourser les prêts sur 20 ans. Tadi Mamadi, il sait très bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas gérer l'économie guinéenne. Au lieu de payer ça sur 10 ans à la limite, non. C'est-à-dire, on va continuer à traîner ces dettes-là, des hôpitaux-là qui sont en train de... C'est tout, allez vérifier le document. C'est sur 20 ans, c'est différé. Et puis ça, maintenant, c'est dans 5 ans. Ah, disons 25 ans. C'est ce qui se passe. Et regardez, hein. On a vérifié les notes. Non, mais franchement, là, Macron nous a arnaqué. Hein. Ah, Macron nous a arnaqué. Mais franchement, la Guinée, on doit se lever. En fait, j'ai vérifié la note de la Guinée dans l'OCDE. Et la note va de 0 à 7. 0, c'est des pays comme l'Allemagne, des pays scandales, etc. Et la note de la Guinée, pendant la transition, elle était à 7. Elle était à 7. Et c'est la note la plus risquée. Donc, c'est pendant ces moments-là, parce que quand votre pays est à risque, vous devez payer une assurance. Et l'assurance coûte très cher, 34 à 35% du prêt. Et après, ils vous disent, mais le taux est à 0,5, 0,6. C'est ce qu'ils ont fait avec le prêt de la BPI. C'est ce qu'ils ont fait. Mais à côté de ça, ils disent que votre pays est à risque parce qu'elle est en transition. Alors pourquoi vous nous forcez à prendre des prêts dans une période avec une note de 7 qui vous pousse à nous imposer de l'assurance? Mais c'est extraordinaire. Combien de fois on a roulé la Guinée dans cette affaire-là? J'attends, parce que comme il y a un deuxième sujet, franchement, je vais essayer on va revenir dimanche. On va revenir dimanche sur le financement de ces hôpitaux régionaux et le système de santé guinéen. On est obligé de le visiter pour qu'on comprenne combien de fois, pourquoi Mamadi a accepté ça. Parce que j'ai bien vu le document. La Guinée est historiquement classée en catégorie 6 ou 7. Il était à 5 au temps du président Alpha Condé, il est revenu à 7 aujourd'hui. En raison de sa vulnérabilité macroéconomique et son instabilité, période transitoire, période de transition. Donc c'est pendant ce moment-là qu'ils nous ont forcé à prendre ces prêts-là. Pourquoi ils n'ont pas dit à Mamadi, on attend. Quand il sera élu, d'après l'élection, le pays, le risque sera moindre, peut-être la note va s'approcher peut-être de 5 ou 6 où elle était avant. Et à ce moment-là, la Guinée pourrait contacter des prêts sans passer par des assurances très, très coûteuses. Et ce qu'ils nous ont fait, et ça, on va payer ça après Mamadi. C'est pas maintenant. Hein. Comprenez, il prend une dette qu'on va payer dans 20 ans, alors qu'il sera le foutu là, ça sera plus là. Allez-y. C'est extrêmement grave. Oui, mais Pitaka. Oui. Pitaka, sincèrement. Oui, je vais juste vous donner cette partie-là. En fait, pourquoi j'ai demandé pourquoi il y a des retards sur les chantiers à l'AB et les hôpitaux régionaux. La Guinée doit payer 15 364 990 euros en contrepartie de tous ces financements. Mais ils ne libèrent pas leur partie. Donc, à partir du moment, dès qu'ils ne libèrent pas, ils fassent dire, nous, on attend. Vous allez payer votre part, sinon on n'avance pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est à ralenti parce qu'ils n'ont plus d'argent. Allez-y. Oui, mais Pitaka, sincèrement, si la bonne gestion a été faite sur notre macroéconomie, ils n'ont même pas besoin de faire le prêt. Voilà, des prêts, je ne sais à quel niveau et pourquoi. Mais Pitaka, quand on voit les bâtisses réalisées par ces gens-là en 4 ans, ces bâtisses-là permettaient au moins, ne serait-ce que pour des locaux, réaliser ça. Après, l'équipement, c'est autre chose, mais même l'équipement, dans les 8 régions naturelles de la Guinée, ces gens-là auraient pu mettre des CHU dignes de ce nom et équipés avec vraiment les équipements de dernière version, quoi. Dernière version. On vous parle de quelqu'un qui a... Pardon? J'ai dit dernière version, dernière génération, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Dernière génération, dernière version. Et vous voyez, et c'est possible. Et la Guinée aujourd'hui, c'est pas moins de 1 million à 2 millions de dollars qui découlent, qui sont générés par des activités minières guinéennes, notamment l'extraction de l'or et diamants. Par mois. Je dis bien par mois. Mais où coulent ces montants-là? Voilà. Et ensuite, le port autonome de Conakry, bon, il n'est plus autonome, hein, mais les recettes douanières, tout simplement. Les recettes douanières, tout simplement. Ça coûte à la Guinée 102 millions d'euros. 102 millions d'euros. BPI sur 102 millions. BPI a prêté à la Guinée, BPI à Banque de France, BPI France Assurance Export. Ils ont prêté 60 millions à la Guinée. Avec un taux de 16,25%. Sur 60 millions, on doit payer 8 millions. 8 millions, 60 millions. Vous imaginez? Ça, c'est uniquement l'assurance. Uniquement l'assurance. Oui. Indexé sur la déflation CDE avec la vulnérabilité de la Guinée. Au niveau de la notation. 16%, c'est trop. 16,25%. C'est trop. 16,25%.
Avec une assurance derrière. Prime d'assurance, frais annexes, les conditions de remboursement de 10 ans. Mais c'est de l'arnaque. L'arnaque totale. Oui, total. Et puis de tels contrats, ils vont insérer ce qu'on appelle la clause pénale. C'est-à-dire, la clause pénale, si tu ne payes pas à temps, il y a un montant à payer pour ça. Voilà. Mais moi, ce qui me sidère, sincèrement. Mais Fori, juste une minute. Regardez, hein, la ligne du Trésor public français, sur les hôpitaux là, la ligne du Trésor public français, c'est 37 840 millions, non, disons 37 millions d'euros. 37 millions d'euros. Voilà. Taux d'intérêt, ils nous ont dit 2,84%. C'est joli, hein? 84%. Mais avec une prime d'assurance de 19,5%. Wow. Parce que la Guinée est un pays instable, mal géré. Oui, mais on a connu ce résultat-là, je crois, en 2025, et j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux apprécier ça, dire que, on aimait. Il dit, mais c'est risqué. C'est risqué. Vous n'avez pas apprécié ça. C'est le même moment où les gens aussi appréciaient qu'ils nous parlaient ici. Ça fait toller partout. Ah, ça y est, il y a mon IMA, 15%. Oui, regardez. Mais les gens là, vraiment, ils nous ont eu, hein. On a mal aux fesses, je vais vous dire franchement. Il y a une partie qu'on appelle les frais annexes. Ils disent que il y a une commission d'engagement de 0,54% qui s'applique chaque année, annuellement, sur les montants de l'enveloppe qui ne sont pas encore décaissés par le Trésor. C'est-à-dire que si nous, on ne paie pas notre part à chaque évolution du chantier, la partie là, que le Trésor public n'a pas débloqué parce que nous, on n'a pas payé la contrepartie, on nous taxe sur ça, 0,5%. On paye. Ouais. Vous imaginez, parce qu'ils n'ont pas décaissé l'argent. Ouais. Donc, au lieu de l'argent qu'ils devaient utiliser pour financer le projet, parce qu'on n'a pas libéré la contrepartie, on doit payer ce qu'ils n'ont pas donné. On doit payer une commission, 0,5%. Mais c'est la foutaise. Mamadi a vendu ce pays. Il faut qu'on chasse. On va nous chasser. Moi, ce qui me sidère, ce qui me sidère, sincèrement, là-dessus, sur plusieurs choses. Moi, j'épargne Mamadi parce que ce sont ces intellectuels-là, quand même, qui, autour de lui, consentent ces pratiques-là. C'est ce qui m'énerve. Il y a quelques intellectuels, quand même, qui, par exemple, le contrat sur Simandou, mais moi, personne ne peut me faire comprendre qu'il n'y ait pas des juristes vraiment spécialisés en droit des affaires, en droit pénal des affaires, donc forcément qui ont mais faut imaginer, qui ont une forte connaissance. T'as monté le live, vous aussi, t'as monté. Qui ont une forte connaissance, tant sur les contrats internes qu'internationaux. C'est pas possible. Et voir ces gens-là consentir et faire omission face au mal, sincèrement, ça me dépasse. Mamadi, là, sincèrement, voilà, ça dit, il n'y a pas de niveau. Donc, c'est pas un refus, mais c'est l'ignorance. Quand on ignore quelque chose, on ignore, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais autour de lui, il y a des gens, quand même, qui ont vraiment des brillantes formations dans divers secteurs. Ces gens-là devaient agir, dire, non, ça, c'est pas bon. Par contre, c'est ça qui est bon. Oui, c'est ce que je disais là. Camarade, tu as raison, mais le problème, actuellement, c'est le prince que j'ai dit. Machiavel dit la force d'un dirigeant, c'est savoir s'entourer. Lansana Conté n'était pas aussi, je ne sais pas son niveau et le boucher de Conakry, je ne sais pas qui est en avance, mais Lansana Conté, quand vous évaluez, il a fait de beaux boulots. D'autre part, hein. Il nous a libéré d'abord, il nous a libéré du PDG. Il a fait, on ne peut pas tout faire. Mais Mamadi, c'est le fait qu'il s'entoure et il écoute celui qu'il veut écouter. Le problème, quand tu es président des AC, c'est toi qui détiens le levier des décrets. C'est toi qui, c'est-à-dire tous les trois leviers, tu l'as. En Guinée, je ne parle pas d'ailleurs où il y a séparation du pouvoir. OK? Mais moi, je nomme quelqu'un, il ne fait pas ce que je veux, je l'enlève. Mais si je choisis maintenant des gens sur qui, un petit cercle sur lequel je dois compter, quand on dit c'est comme si j'ai des briques qui sont suspendues sur mes oreilles, je ne peux que faire dire oui, c'est fini. Et les Guinéens sont corrompus. Le petit groupe là, on va les corrompre. Alors, tout le problème, je pouvais dire que c'est pas le niveau qui fait de quelqu'un un bon dirigeant. Pour ceux qui ont fait le prince et ceux qui ont lu le prince et qui s'appliquent. Mais c'est ta capacité à t'entourer. Parce que quand tu vois un président qui s'entoure des menteurs, c'est que lui, c'est un menteur. Si tu vois un président... C'est un bon exemple, hein? Non, je ne dis pas que c'est un bon exemple, mais en tout cas, c'est le pilier, en fait. Il y a beaucoup, mais c'est le pilier, en fait.
Hein? Mais quand tu te fais entourer par des patrons, ok, par des conformistes, tout ce que tu dis, ils vont faire. Sinon, quand tu es bien entouré, il y a des gens qui vont te dire, chef, ça là, quand tu fais ça, c'est pas bon pour nous. Ça là, c'est bon pour nous. Mais personne ne dit le contraire. Devant Mamadi, on dit au conseil des ministres, il dit, à défaut, il tape sur la table. Mais vous avez vu Mohamed, c'est quand ça n'a pas marché, il a dit, il préfère aller sans faire du bruit. C'est quand il est quitté, il a démissionné. Parce que là-bas, il n'y a pas de règles. Si tu es chef, tu écoutes beaucoup, même parfois tu n'as pas l'expérience de tout, mais en écoutant. Mais si toi, c'est pour taper sur la table, prendre comme si c'est les forces spéciales que tu dirigeais, comme si les gens étaient dans une garnison, même si tu étais docteur, je ne sais pas, toi qui as fait magistrature, même si tu étais professeur en droit, mon frère, quand tu veux faire une maison, l'ingénieur connaît tout, mais celui qui donne son argent là, c'est lui qui donne d'abord le format. La mise sur papier, c'est l'ingénieur. Alors, le problème est que Mamadi n'écoute pas, il n'a qu'un petit cercle qui l'écoute. Donc, les gens d'ailleurs ont peur. On dit que quand ils sont en conseil des ministres, c'est ce qu'on apprend. Quand lui dit quelque chose, quelqu'un, tu sais, la dictature aussi a des prix. Celui qui s'oppose là-bas à la sortie, lui, il a des problèmes. C'est fait de telle sorte que quand ils sont là-bas, même si c'est Pitaka qui connaît mieux son domaine, on lui dit, même si c'est un autre tocard qui s'est limité en 5e année de l'école primaire, il lui dit, tu n'as pas droit. Vous avez vu la dame Yari qui avait démissionné pour ça. Elle est spécialiste en matière juridique et on l'a nommée. Des gens qui n'ont aucun niveau, ils n'ont même pas une simple attestation, viennent lui donner des ordres dans sa discipline. Ah, je pense, Mamadi pouvait ne pas avoir un gros diplôme. Mais quand il met quelqu'un là-bas, c'est comme si tu donnes la tête à quelqu'un, tu lui sutilles la langue, ça ne sert à rien. Sinon, en Guinée, il y a des intellectuels. Mais c'est des intellectuels qui sont conformistes et malhonnêtes. Ils ne sont pas audacieux. Ils ne sont pas courageux dans leur prise de décision. Alors, si tu es un président qui vient aussi faire la dictature, les gens, ils te suivent. Mais quoi qu'on dise, le résultat à qui on va affecter, c'est à Mamadi. C'est à Mamadi. Qui va affecter, on va dire, c'est sous le magistère de Mamadi. Alors, tout le problème, c'est que Mamadi doit écouter mais vous savez comment Mamadi gouverne. S'il met Alpha West comme ministre, il met quelqu'un à côté de lui, c'est lui, chaque soir, il appelle ce que tu fais. C'est ça son problème. Lui pense que, bon, c'est une façon d'avoir la maîtrise des gens. Quand le gars sait qu'il est surveillé, il est venu pour un boulot, les feuilles de route, c'est le ministre qui a, mais il s'adapte à ton cas que tu appelles chaque jour, et puis ils vont te tricher, c'est tout. C'est tout. Donc lui, chaque soir, c'est les assistants des ministres d'abord, il appelle pour avoir les renseignements, et quand tu viens, tu dis quelque chose, il te contredit, tu dis non, tel m'a appelé. Est-ce qu'un président, dans les autres pays, lui c'est un putschiste, mais un président qui a nommé quelqu'un, comment tu peux le dépasser pour demander son assistant? Alors, dans les services, les ministres sont en miniature. À partir du moment où tu parles, ton assistant a déjà fait un compte rendu. Toi, il n'attend que ta version pour te dire c'est faux ou c'est vrai. Voilà. Alors, s'il est au four et au moulin, il connaît tout, pendant qu'il ne connaît pas, parce que c'est pas son domaine. Si tu envoies quelqu'un à l'économie, vous avez vu, il voulait faire les coupures de 50 000, 100 000. Mais certainement, il a eu de bons conseils de franc CFA. Ils ont dit aux gens de mettre Wave dans leur téléphone. Nous tous, on a mis Wave. Nous qui avons fait des pays qui ont le franc CFA. Mais il y a eu au moins des gens peut-être qu'il a écouté. Mais si tu mets quelqu'un dans un domaine, c'est que tu as confiance. Mais lui, il contrôle le ministre et son assistant. Mais il tient compte plus de son assistant que lui-même, il a mis là-bas comme son œil. Plus que ce que le ministre dit. Comment on peut gouverner le pays dans cet état-là? C'est ce qui fait que lui, il est venu avec de bonnes intentions, mais même la transition a été bâclée. Et tout sera bâclé comme ça, s'il continue comme ça. Comme nous, quand on dénonce, nous sommes les ennemis de la République, mais au moins il faut écouter parfois les ennemis de la République. Si tu es un bon dirigeant, c'est à chaque fois, moi, Mamadi, tous ceux qui ont été avec moi là, tous ceux qui sont maîtres des personnages grata là, j'allais prendre leur numéro, j'ai dit, mon frère, je veux te voir. Lansana Conté a fait, celui qui était à Lens là, l'handicapé là, tellement il critiquait Lansana Conté, un jour il a dit, je veux voir le monsieur mort ou vivant. Quand on l'a envoyé d'abord, il voit que c'est un handicapé, mais il a écouté le monsieur. Parce que quelqu'un qui critique, certainement les critiques là, il ne suffit pas de critiquer, on propose des solutions. Tu les appelles, tu dis non. Et un bon gouvernement, il fallait prendre les gens qui sont avec toi et la moitié n'est pas avec toi. Toi, tu es assis, tu vois le débat qui est encadré, mais un gouvernement dans lequel il n'y a pas de débat. Toi, qui n'a pas fait université dans toutes ces disciplines-là, tu viens seulement, tu donnes de l'ordre absolu, comme dans un camp militaire. Où ça va aller? C'est ça le problème de la Guinée, en fait. Oui. Ok, en fait, j'ai essayé de vérifier. Ces gens-là, on doit vraiment vérifier pourquoi ils ont beaucoup d'argent.
C'est-à-dire que la plupart de ces prêts qui sont accordés notamment par le Trésor public français, BPI et autres, il y a cette commission d'engagement. Et la Guinée, dans la plupart des projets que nous avons ici, les projets qui sont financés par des prêts, et quand c'est des banques, il y a la commission d'engagement. Et comme à chaque fois, on n'arrive pas à payer notre contrepartie, donc du coup, le chantier, on attend que vous fassiez votre partie et puis on continue. On ne fait pas, ceux qui n'ont pas débloqué de 9,5%, c'est souvent de plusieurs millions de dollars sur beaucoup de projets. Et je me demande, est-ce que les gens ont un tableau de bord autour d'eux? Je me pose la question, hein. C'est banqueroute total. Le pays n'est pas géré, hein. C'est comme, on a l'impression du Titanic quand il était en perdition. La plupart, parce que j'essaie de demander, mais pourquoi? Mais ils disent tous les prêts là. Trésor public français, BPI France, il y a commission d'engagement. Et à chaque fois, ils disent à la Guinée, le taux. Et puis, imaginez, à chaque fois qu'ils nous présentent le taux là, de ces différents prêts qu'on contacte l'État guinéen, parce que c'est, il faut pas dire, le plus présent dans ça, parmi les pays là, c'est Macron. Macron et ses entreprises là. C'est eux qui nous ont racheté. Et regardez tous les contrats de prêts qui ont été accordés pendant cette transition. La plupart, c'est eux. On va payer la retraite ici, hein. Il faut qu'on comprenne ça. Franchement, il faut que les Guinéens prennent conscience. Parce que s'ils voulaient nous aider, ils sont conscients que le taux, souvent 2,5 ou 0,5, souvent, et puis c'est le taux qu'ils nous vendent. Ils ne parlent pas des frais annexes. Ils ne parlent pas de l'assurance qu'on doit payer derrière. Ils cachent tout ça. Ils nous parlent juste, c'est un taux de tel. C'est qu'on annonce à la RTG. Alors qu'il y a les frais annexes, il y a l'assurance et les frais d'engagement. Et sur chaque prêt, il y en a eu beaucoup qui sont faits ici. Souvent aussi décalé, différé sur 5 ans. On commence à payer dans 5 ans, on commence à payer dans 6 ans. Je vous assure, Mamadi va finir par offrir ce pays, nous laisser avec des dettes. Mais va lire ces contrats-là pour y déceler d'autres éléments de l'OCIF qui en comportent. Voilà, c'est la folie. Mais on n'a pas besoin, on a tellement de potentialités, on n'a pas besoin de contracter ces dettes-là. Si la bonne gestion, je dis bien la bonne gestion est faite de tout ce que nous avons, tout ce qui est exploité en Guinée, en sachant que il y a d'autres potentialités jusque-là qui ne sont pas exploitées. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. L'agriculture, la pêche, l'élevage. Si on développe ça, rien que pour la consommation locale, mais ça va engranger des milliards et des milliards pour la Guinée. Des milliards et des milliards. Et c'est bon pour la PIB. Mais non, ils sont pas dans ça. Voilà les gens qui, au su et au vu de tout le monde, au lieu d'acheter des machines tracteurs, des gens qui achètent des 4x4 pour venir les poser sur les routes à moitié déglinguées. Ça dit deux choses l'une, puisque ces 4x4-là sont des camions, soit c'est ces 4x4-là qui vont achever la route à moitié déglinguée, ou alors c'est les routes à moitié déglinguées qui vont très rapidement, en un temps de record, bousiller ces 4x4-là. Mais au-delà, l'entretien, le carburant, et etc., c'est budgétivore. Ça ne fera rentrer rien. Par contre, s'ils achetaient des machines tracteurs et qu'ils exploitaient des grands espaces en Guinée, c'est des grands espaces en Guinée, sincèrement, c'est les récoltes, les moissons, c'est quoi? C'est 3 mois. Dans 3 mois, ça fera rentrer quelque chose. Et, ou alors, si on plantait des arbres fruitiers, au bout des 4 ans, 5 ans. Allez-y. Au bout des 4 ans, 5 ans, moi, j'ai fait une démonstration là-dessus. Je ne sais c'était sur quel panel. Et vous savez que 35 mangues, le prix de 35 mangues est plus cher que le prix de la tonne d'une bauxite, de la tonne de bauxite. Ouais. La tonne de bauxite aujourd'hui sur le marché international est à $70. Une mangue, ici, en France, une mangue épice. Quelle qualité de mangue? Quelle qualité de mangue? Va voir. Va voir. Ça coûte 3,50 €. 3,50 €. Et la tonne coûte plus de 700 €. La tonne de mangue. Soit 10 tonnes de bauxite. J'exploite la bauxite dans ce cas, ou alors je plante des arbres fruitiers, des manguiers pour attendre juste 4 ans. Tu as juste à défricher en bas peut-être, mais voilà, notre pluviométrie permet vraiment de planter tout cela, et puis après, quand on va commencer à cueillir, c'est sur une mangue, ça a une vie, un manguier a une vie de 70 à 80 ans. Mais c'est-à-dire que c'est la folie. C'est la folie ce qui se passe. Et ces gens-là,
tout le monde, et vous, Pitaka, et d'autres qui sont ici sur ce panel-là, qui vivons dans des pays producteurs des moyens de mobilité, à savoir la voiture, les bateaux, l'avion, etc., que sais-je encore, mais ces pays-là n'octroient pas des véhicules 4x4 à leurs gouvernants, aux ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, non. Ils auraient pu le faire, puisqu'ils en sont producteurs. Mais ils ne font pas ça. C'est vous qui avez une économie instable, comme tu viens d'indiquer, Pitaka. C'est nous qui allons nous permettre d'acheter ces genres d'engins et pour octroyer aux hauts responsables. Alors que tout le monde sait que ces gros engins sont budgétivores. Pas des rentes du tout. Voilà, donc si une bonne gestion, une prise de conscience était faite, surtout on n'a pas besoin de contracter ces dettes-là qui sont ruineuses, pardonnez-moi. C'est pas possible. Et puis, on est en train de parler d'un petit pays quand même, de 15 millions d'habitants. Et les 15 millions d'habitants, aujourd'hui, nous n'avons pas, sincèrement, je ne crois pas qu'on ait 14 millions vivants sur le territoire guinéen. Nous sommes plus de 2-3 millions à travers le monde, dans les 4 continents. C'est compliqué à gérer ça. Tout est commandé, tout est importé, tout. C'est-à-dire, on va où avec ça, on s'en sort quand? Et après, il y a des gens qui ont les culots quand même de s'asseoir sur les panels qui te parlent de Simando 2040. Et d'ici 2040, comment on fait, comment on vit? Et quand on parle de 2040, mais on parle d'un contrat de 2040 qui sera en exploitation sur la base de 15%. 15%, donc pour la Guinée seulement 15%. Alors que normalement c'est 75% qui devaient revenir à la Guinée. 75%. Et les anciens, nos devanciers des années 60-62, et ils ont contracté pour l'exploitation de la bauxite. Ils ont réussi à faire, je crois, 46 à 49%. Et les 46 à 49% n'ont pas développé la Guinée. C'est 15% qui va développer la Guinée. Mais j'ai l'impression que les gens marchent sur la tête, Pitaka. On marche sur la tête. Et tout cela se passe devant les intellectuels guinéens. Personne ne branche un mot. Personne ne dit quelque manière que ce soit. Non, c'est pas bon. Ça, voilà. C'est pas bon pour la Guinée. C'est pas bon pour notre économie. Voilà. Et ils le savent en plus. Ils le savent. Tout le monde se tait, croisant les bras et laissant la Guinée tomber aussi bas que ça. Et cependant, le peu qui rentre est utilisé à d'autres fins et non à celles visant l'amélioration du niveau de vie des populations. On est en train de parler d'un pays de 1200 cours d'eau. 1200 cours d'eau que Dieu dota à la Guinée depuis quand il créa ce coin-là du monde. 1200 cours d'eau qui ne tarissent pas en toute saison. Mais tu apprends que l'addition d'eau n'est pas faite dans ce pays-là. Dans toutes ces préfectures existent des fleuves, des rivières, sans parler des ruisseaux, des lacs et des fontaines, mais des fleuves réels. Alors qu'en faisant l'addition d'eau, je vais faire, je vais estimer que nous soyons 12 millions de population. Les 12 millions de population, je prends un tiers, soit 4 millions. Donc 4 millions de foyers en Guinée. Si on prend 4 millions de foyers en Guinée, en faisant l'addition d'eau, certes, ça demande un coût, ça a un coût d'investissement, etc. Mais quand on prend 4 millions de foyers, ne serait-ce qu'en demandant à payer par foyer 50 000, 20 000, allez, 20 000 par foyer, faites l'addition 20 000 fois 4 millions. Quel que soit le coût d'investissement pour réaliser tout ça, au bout de 5 ans, on va amortir. Alors qu'en réalité, le paiement doit être lié au résultat que donnent les compteurs sur les mètres cubes d'eau usés par foyer. C'est ça, ça doit engranger des milliards et des milliards pour le pays. On est en train de parler d'un pays où l'électrification n'est pas faite. On est en train de parler des hôpitaux, etc. Mais quand bien même aujourd'hui seront réalisés ces hôpitaux, eh bien, posons-nous la question, ils seront alimentés comment en eau potable et comment en électricité, sans lesquels
ils ne peuvent en aucun cas fonctionner. Déjà, donc, les préalables n'est pas fait. On voit où avec ça. Et à cela s'ajoutent maintenant des crimes contre les populations dont on est censé, dont ces missions premières consistent à protéger et leurs biens. Mais c'est ceux-là censés les protéger qui les kidnappent, comme on vient de voir là, qui les infligent la barbarie ignoble, innommable. Voilà une innocente qui a perdu la vie comme ça, en son sein, s'est trouvé une autre vie. Pour des futilités comme ça, dans l'impunité totale, au su et au vu de tout le monde. On va où avec ça? Et quand on parle de tout ce qu'on est en train de dire là, on devient automatiquement l'ennemi. Alors que nos critiques là, sérieuses, fondées, que nous sommes en train de dire, sans être contre qui que ce soit, devraient servir de leçon, devraient les inciter à changer le mode de fonctionnement. Tapoter. Si vous voulez donner un dernier mot à chacun, hein, on va revenir au sujet. Je veux juste rappeler aux camarades aujourd'hui, c'est-à-dire hier, tu sais que la grande déclaration, c'est juste la mort de la femme là qui a mis tout. Mais l'agriculture, tu les avais vus faire du populisme ici. Il y a une organisation spécialisée en Guinée qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ceux qui étaient à la une, heureusement pour eux, Association main verte des agri-entrepreneurs de Guinée. Mon frère, ils ont déshabillé le gouvernement de ceci là. Quand tu dis la déclaration, ils n'insultent personne. On finit, on les tag. Les milliards qui sont dans le jeu là. L'autosuffisance alimentaire, ils avaient commencé par ça. Mais il faut dire la déclaration. Ça donne des mots de tête. Ça donne des mots de tête. Notre camarade qui était là-bas, Mamadi Nialé, le titre c'est ça. Agriculture guinéenne, où sont passés des milliards annoncés? Quand tu dis la déclaration, tu as vraiment... L'autre là même, Abdoulaye Kif a partagé. Des gens ont détaillé les choses. Ils ont détaillé. Mais heureusement pour eux, les Guinéens sont toujours dans l'émotion. Bon, quand ils font ça, souvent, les crimes là, ça les arrange, quoi. Ceux-là ont fait leur déclaration aujourd'hui, mais tout le monde est braqué sur la mort de la femme enceinte et de son fœtus. Mais il faut voir comment ils ont détourné des milliards dans l'agriculture. Ils ont fait le populisme ici dans les champs. Il est allé dans le champ des gens, ils ont pris ses photos. Après 5 ans, l'autosuffisance alimentaire est où? Mais l'association là, sa déclaration, quand tu dis, toute la nuit, tu vas penser en train de réfléchir. Je te dis, le pays là, tu sais, une fois Kassori avait dit, hein, Kassori, il ment pas, hein. Une fois, on est allé le voir pour un problème, il dit, vous parlez que ce pays va sortir. Il dit, ça va tomber, nos eaux sont pourris. Ça, je vous le jure, il a dit. Il dit, hey, la Guinée là en avançant, ça veut dire que nous, on est morts il y a 100 ans, nos eaux même sont pourris. Donc lui-même, il ne croyait pas en tant que Premier ministre, en fait. Tu comprends? C'est compliqué. Il faut voir les fonds investis dans l'agriculture. Ayez peur de Dieu. Tapoter le live, il est restreint. Oui, c'est ça me dérange. Tapoter un peu. Il faudra prendre le temps, camarade, tu dis ça, c'est très bon. Les gens là, ils n'ont pas insulté quelqu'un, ils sont bien dénoncés. Et pour de tels projets, au fait, il y a 3 éléments indispensables pour le développement dans tout pays. Quand je parle de développement réel. Parce qu'on parle de développement en prenant en considération l'IDH. Donc, les 3 éléments sont indispensables, à savoir la gestion saine, le contrôle efficace et la répartition équitable. Les 3 sont indispensables. Les 3 permettent, c'est-à-dire dans les 3 comportent l'IDH. Vous voyez? Mais il y a un pays à côté de la Guinée qui s'appelle le Ghana. À un moment donné, ce que vous a dit le Premier ministre, il y avait des ministres, il y avait des responsables de haut niveau qui tenaient de tels discours aux gens. Dit non, le Ghana ne changera jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a fallu qu'un certain Jerry Rawlings vienne au pouvoir avec vraiment la volonté de changer et de faire changer des choses. Il a réussi. Au bout de 2 ans sous son magistère, mais tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Parce qu'il y avait de la rigueur, la volonté politique. L'impunité zéro. Il a commencé ça par son neveu. Par son neveu. Et les gens qui avaient pris connaissance de l'infraction commise par ce dernier qui se sont tus, ils ont pris 10, 15 ans chacun. Parce qu'il y a une première inspection. Et ils ont constaté, ils se sont dit, ah non, mais c'est le neveu du président, donc voilà. Puis deuxième, et aussi ils ont constaté, mais toujours les résultats, ça c'était flou. Mais troisième, ceux qui sont allés, qui ont tout révélé.
Mais tous ces gens-là ont été bannis de l'administration et ils ont pris chacun 10 à 15 ans selon leur niveau d'engagement dans l'infraction et dans l'omission. Simple omission. Voilà. Donc moi, personne ne peut me faire comprendre qu'un pays comme la Guinée ne puisse pas... Mamadi, c'est pas la bonne personne. Les Guinéens doivent comprendre. Je suis d'accord avec toi. Comment on peut, face à toutes ces situations-là, se permettre d'ériger un château un château qui coûterait, selon les informations, qui coûte plus de d'1 milliard de dollars. Mais on va où avec ça? Plus d'1 milliard de dollars. On va où avec ça? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Hein. Dans la vie, là, moi maintenant, tous les jours, je commence à comprendre, surtout depuis le décès du doyen, la paix à son âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. Amen. Ce monsieur fait partie vraiment des gens que j'aurais aimé rencontrer. Vraiment. Parce que ce qu'on fait ici, des caricatures qu'on fait ici, on essaie de limiter. Non, on ne fait pas des caricatures, on dit des choses telles qu'elles sont, moi je pense. Non, tu as vu les vidéos, les photos que je fais souvent ici, avec des grimes, je vais maquiller les gens, etc., aborder. Ah oui, ça oui. Voilà. Ça, cet homme, vraiment, il nous a appris libérer. Franchement, quand on a envie de faire des choses, faisons-les. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que ça ne va pas venir dans ma tête qu'il pouvait partir comme ça. Mais c'est un homme que je voulais rencontrer, franchement, pour échanger avec lui, parce que c'est des gens qui ont osé quand même dans ce pays. Hein. Ils ont la vérité, hein. Peut-être ils ont commencé par flatter la révolution, parce que c'est à ce moment ils ont commencé. Mais il a pris ses responsabilités à un certain moment. Le président Alpha Condé, on sait le nom qu'il avait pour lui. Le président Alassane Conté aussi avait le sien. Et c'est vraiment, je pense qu'il a participé à calmer à ouvrir un peu les yeux des Guinéens pour désacraliser nos gouvernants. Pour les prendre les considérer comme des humains. C'est pas des dieux, ces gens-là. C'est nous qui avons décidé enfin, parce que soit par passivité, ou alors, voilà, on les laisse faire. Parce que c'est beaucoup plus facile, hein, de laisser l'autre piloter notre cerveau. Parce qu'on n'a pas d'effort à faire. On n'a qu'à obéir. C'est très facile d'obéir. C'est très simple. Mais, tapoter, hein, j'aimerais qu'on écoute que juste quelques 2 ou 3, au moins 5 minutes sur le reportage qui avait été réservé à sa personne depuis quelque temps. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans. Il y avait un symposium, la rencontre. Ça, c'est différent. C'est différent de Marma Yassine Diallo, qui tous les jours, ça prend toi, tu es interdit, toi, tu es suspendu, toi, tu vas pas ici, toi, tu n'as pas le droit de faire la parole. Franchement, quand on voit le parcours du grand frère, Souleymane Diallo, et il est connu par tout le monde, hein. Mais moi, franchement, maintenant, quand j'ai envie de faire les choses, je les fais. Je ne vais plus programmer maintenant. Ça sert à rien. C'est soit moi, soit eux, on ne sait pas. Mais c'est dommage. Parce que, mais il y a d'autres, hein. Il y a eu ses compagnons, il n'était pas seul, mais bon, écoutons un peu, hein, franchement, parce que moi, cet homme, il m'a beaucoup fasciné. Et pendant très longtemps, il est calme, il est dans son coin, tout le monde sait qu'il fait du satirique, donc parfois, il se permet des choses que d'autres ne se permettent pas. Et vraiment, c'est personnellement, moi, écoutons-le un peu, franchement. Je suis très ému, je ne vais même pas parler de lui. Parce que j'avais l'intention, vraiment, si je rentre en Guinée, les premières personnes, il y a des gens que j'ai choisis comme ça, des Guinéens, certains de nos doyens là, qui nous ont dévancés dans les années 90 et autres. Moi, franchement, maintenant, c'est ceux-ci qui deviennent mes exemples. J'ai envie de prendre ceci comme exemple et de garder la flamme qu'ils ont allumée. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est rien encore. On essaie de garder la flamme qu'ils ont allumée. Et ces derniers temps, j'entends des gens, non, mais Lynx, maintenant, il produit plus des articles comme avant. Je dis, mais attendez, il a fait le combat jusqu'à son âge là. Vous voulez encore qu'il... Nous, on fait quoi? Nous, on a tous 30 ans, 35, 40 ans, tous, le maximum 50. Et ils étaient là depuis le début. Voilà, écoutons-le un peu, hein. Franchement, moi, c'est touchant. Moi, ça m'a profondément touché. Profondément touché. Forcer son destin. Capoté. Né à la ville le 17 novembre 1945, amoureux de la lecture, il est attiré par le journalisme depuis l'école primaire. Capoté. On est allé acheter un journal à la rue. Le libraire nous a retiré, parce qu'on se trouve, il a retiré une bonne de journal. On n'a pas même vu. Depuis toujours, il a appris à ne jamais renoncer. Étudiant de l'Institut de langue de Conakry, de l'école normale supérieure de Yaba au Nigeria, puis de l'Institut polytechnique de Cancan, son aventure dans la presse commence exactement le 1er novembre 1970. Tapoté. Nous sommes le premier diplômé avec le père Mohamed Damantan.
C'est ce qu'on a dit. Il paraît que les gens aiment être connectés. Mais nous, on va faire la révolution. Si vous êtes métier, vous faites des postes au nom du parti. Si vous êtes journaliste, vous écrivez au nom du parti. Tout était possédé par le parti. Je ne pouvais pas tenir. Après 2 ans d'exercice, à ses risques et périls, il décide de quitter le pays. Je ne peux pas parler de l'initiative. C'est un souci. Restez vigilant, a recommandé le camarade président Anel Sekfandé. J'ai décidé d'arrêter d'être journaliste de la Révolution. Donc, j'ai quitté le pays. C'est un départ que j'ai préparé pendant 2 ans. Quand je suis arrivé à la frontière, j'étais très bien habillé, contrairement à ce que les gens présentent. Je parlais français comme il parlait. Je me disais journaliste. Et que, comme il manquait, à l'époque, il manquait du film, de pellicule, comme on les appelait, en Guinée, j'ai dit à la frontière que j'allais à Bamako pour faire des pellicules, des films, qui m'ont laissé passer. Du Bamako au Mali, il passe sans difficulté la frontière ivoirienne. C'est le début d'une aventure qui va durer plusieurs années. Merci à vous. Avec Boumaké, nous avons fait le concours d'entrée à l'université d'Abidjan parce que vous avez privé tout le diplôme. Il n'a pas fait des examens année après année. Et je suis content d'appartenir à la première promotion de DEA à l'université d'Abidjan. Et après, j'ai fait mon doctorat de cycle en 1985. En 1985, la Guinée avait déjà un nouveau président, le général Lansana Conté, qui s'est emparé du pouvoir après la mort de Sékou Touré en 1984, fait plus d'ouverture. Son ministre de l'Information, Mohamed Traoré, se charge de trouver des compétences pour révolutionner la presse guinéenne. Il rencontre Diallo Souleymane en Côte d'Ivoire, le convainc à rentrer au pays et à prendre la direction du journal Oroya. Je suis parti à Oroya, je vais faire 5 jours. Tous les jours, je venais, j'étudiais les conditions de travail, les conditions de liberté, et tout. Il allait me sonner le poids. Je lui de ne pas me donner ce poste. Parce que ça ne rend pas service. C'est moi qui dis que moi, il faut m'insister. C'est une contradiction que vous ne pouvez pas résoudre. Il y avait l'imprimé de Mouba, il y avait il a le même endroit. Et finalement, j'ai compris que c'est l'imprimé qui dictait les lois au journal. C'est l'inverse. Bon, là, je ne peux pas prendre ce poste. Incapable de travailler dans la dépendance, l'ancien journaliste de Fraternité Matin va proposer un autre poste. Cette fois, c'est le ministre de l'Information qui veut le garder dans son propre cabinet. Mais Diallo Souleymane n'était pas préparé pour travailler dans l'administration guinéenne. Je suis tourné en Côte d'Ivoire, et j'allais soutenir ma chère amie, partie de la base de à Lille. Il faut qu'il appelle en Angola. C'est pas ce qu'on appelle choisir la vie, c'est la vie. Là, j'ai mis aussi je pense que c'est bien. Et quand je suis revenu, quand j'ai quitté la vie de l'Europe, vraiment, j'avais suffisamment un capital suffisant pour créer moi-même un journal indépendant. Le nouveau régime, même avec ses ambitions d'ouverture, n'est pas un feu tranquille. Sa démocratie est balbutiante. Et il a mis à lui, journaliste aussi, le conseil de renoncer. Il m'a dit, franchement, c'est pas hier. Le Guinée ne lit pas. Je lui ai demandé ce qu'on donne au Guinée à lire. Mais je n'ai pas compris. Il m'avait invité des gens qui étaient vraiment divergents. C'est convaincu que le Guinée lit. Je suis rentré en Guinée, j'ai vu comment il se cachait pour le pamphlet de Banana. En fait, le mec est parti du pamphlet.
ami, moi, je demandais un peu plus haut, c'est ma maman. Je demandais à on se retrouve, c'est ma maman. C'est tout devant moi, on a marché dans son projet de faire le journal. Au lieu de faire une partenaire, on a fait un journal. On n'a pas fait professionnel, c'est un journal professionnel. On se donne une page où tu mets tes pamphlets et on fait un chose journal. Il était parfaitement d'accord. Mais il était un peu envahissant. Va intervenir, même à la place de virgule. Alors nous, on veut une liberté totale. Et on a fait le premier numéro. Diomandé. Balamine et moi, on a décidé d'arrêter là. Capoté. Fêlé dans son élan avec la nouvelle République de Bamamadou, il cherche désormais les moyens pour lancer son propre journal. Le général Lansana Conté, qui avait dit n'avoir pas peur des critiques, lui donnait une certaine détermination. Capoté. Le général Lansana Conté, de tous ceux qui sont passés, je crois qu'il a été le plus cool, le plus ouvert par rapport au lynx. Il avait dit une phrase qu'on a retenue et que par contre on a publié à la une du lynx. Je n'ai pas peur des critiques. Avec cette volonté de démocratie, Diallo Souleymane répare à Abidjan et revient à Conakry avec un capital consistant. Il réunit à nouveau ses amis, tous des anciens exilés en Côte d'Ivoire, et lance le lynx en 1992. Le journal devait s'appeler Le Cristal. J'ai imprimé les papiers à tête. On se retrouve, on a formé le lynx. L'ami a proposé le titre. Nous avons opté donc pour le lynx. On ne commence pas à conquérir un espace médiatique par la fin. Le journal satirique, c'est la fin. C'est pas le début. Mais non, on a démarré satirique. Et ça a pris. Capoté. Mais une question s'est vite posée. Où imprimer ce journal satirique qui n'hésite pas à critiquer, voire à tourner en dérision le pouvoir en place? Celui qui sortait Roya était en même temps celui qui fabriquait le journal officiel de l'État. Il a eu peur, il faut le dire. Il m'a demandé à combien tu vends ton journal. J'ai calculé pour sortir telle chose. C'est pas rentable le journal. Mais pour sortir telle chose, il fallait au moins le vendre à 600 francs. Je dis à 600. Il est allé rapidement dans son bureau, il est revenu, il dit qu'il me tire à 1000 francs. Pas le numéro. Donc je ne pouvais plus discuter. Je ne peux pas tirer à 1000 francs et vendre à 600. Parce qu'on n'avait ni publicité, ni rien. Pour exister, Diallo Souleymane doit trouver une imprimerie hors de la Guinée. Tapoté. Cette exigence l'amène à Cotonou au Bénin. Là-bas, il trouve la meilleure imprimerie, la moins chère aussi. Et les frais de transport étant exorbitants, il se tourne vers la Côte d'Ivoire. 2 personnes, dont son épouse, vont alors suivre de près l'impression et le transport du journal. Je recevais les cançons, je déposais à l'imprimerie, on faisait l'impression et on amenait les journaux ici. On avait un ami parent à l'époque, Elhadji Baïlo, qui nous aidait à faire venir les journaux sur la Guinée. Tapoté vous aussi. Avec ses articles, sans embâche, ses satires illustrées par des caricatures, le lynx fait rire et parle presque de tout. Il trouve des lecteurs. En peu de temps, le journal devient le symbole de la liberté de la presse en Guinée. Mais quelques temps plus tard, le général Lansana Conté, qui disait n'avoir pas peur des critiques, commence à voir des jetons. On va rentrer dans le système. C'est comme le siège était à Bal des Zahir. El Zahir a amené le journal une fois. Ils l'ont pris, ils l'ont embarqué pour Kinshasa.
Cette semaine-là, il n'y a pas eu de lynx à Conakry. Le lynx commençait à fouiller un peu trop dans les affaires publiques de l'État. Comment détourner le regard de l'animal? La question est vite résolue par une nomination presque forcée du patron du journal au CNC, le Conseil national de la communication. De février à septembre 1993, Diallo Souleymane démissionne du lynx. C'était le prix à payer pour ce nouveau poste. Son épouse, une autre défenseur de la liberté de la presse, accepte alors de prendre la tête du journal. C'était un combat noble. C'était un combat noble qu'il est en train de mener. Et ça, c'était pour tout le peuple de Guinée. Donc, je me suis dit, il faut continuer. Il fallait continuer. La stratégie des autorités de l'époque, c'était de l'amener siéger au CNC dans le but d'étouffer son groupe de presse. Il a compris la stratégie, évidemment, il a vite compris, il a démissionné, il est reparti chez lui. Parce qu'il fallait reprendre son groupe de presse. Tout était mis en branle pour nous mettre les bâtons dans les roues, y compris l'argent. Accepté au début, le lynx devient petit à petit une menace pour le pouvoir. Tous les sujets sont traités avec humour et caricature. Les faits et gestes du général Lansana Conté, que le satirique appelle Forikoko, sont scrutés à la loupe. Pendant plusieurs années, il accepte les critiques. Mais en 1996, avec la mutinerie de l'armée qui avait abouti à l'augmentation de la solde des militaires, le lynx publie un document gênant. Nous avons pris le document entier, le décret, mais aussi la fiche qui a suivi le décret. Sur la fiche, c'est par grade qu'on a augmenté. Les généraux, le journal de l'armée, vous avez une augmentation de 500 000. Si votre caporal, 25 000. Mais combien de généraux? Je comptais seulement. J'ai appris après que les militaires ont pris le journal, ils sont allés le prendre dans son bureau en otage. Que s'ils ne reviennent pas sur la fiche d'augmentation, la grille, mais ça ira mal. Donc, je viens de passer un communiqué à la radio. Il a dit que je suis au camp. Les revendications que j'ai entendues, je m'en occupé personnellement. La situation s'est calmée. M'a envoyé mourir. La loi sur la liberté de la presse, la L005 à l'époque, qui ne mentionnait que 2 fois le mot liberté, ne pouvait garantir une protection des journalistes. En 1995, le fondateur du lynx avait déjà fait la prison pour son article « Miss CDAO, la Guinée n'en veut pas ». En gros, on voulait dire un bouquet de fleurs fanées. Mais il fallait qu'on explique que le général de c'était un fouet, qu'il tenait sa femme pour le fouetter avec. M'a envoyé en prison. C'était vraiment pas facile. C'est quand je revenais le soir, les enfants me posaient beaucoup de questions. Où est papa? Papa ne vient pas. Bon. 3-4 jours après, je me suis dit, mais il faut que je les informe. Donc, j'ai fait asseoir tous les enfants et je leur ai dit. J'ai dit, on a arrêté papa pour un article qu'il a publié dans le journal. Quand on m'a conduit en prison, j'ai vu le régisseur que je connaissais. Il s'est pris la tête. C'est celui-là que vous m'avez amené, il m'a demandé 5 fois de visiter la prison. J'ai refusé. Et vous me l'amenez comme? Il était très choqué. Parce qu'un jour, il va sortir de là-bas. Et il pourrait écrire. Et il avait écrit sur la prison en Guinée. Il avait écrit beaucoup de choses. Et ça avait beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Parce que les autorités ont commencé à faire un peu attention, surtout l'environnement. Le cadre là-bas, c'était pas ça. Il fallait prêter maintenant attention. Parce que le régisseur là ne voulait pas qu'elle aille là-bas. Il ne voulait même pas. Et paf, il se retrouve là-bas. Donc, il y avait beaucoup à dire, beaucoup à écrire. Et professionnellement, je n'ai jamais travaillé comme quand j'étais en prison. Professionnellement. Parce qu'il y avait les condamnés à mort, là, le Mathias. Je les ai vus un à un. Je faisais sortir des articles par ma femme. Quand j'allais, j'avais peur. Mais quand je le voyais, la peur disparaissait. C'est comme si
C'est lui qui me remontait le moral. Incarcéré, Yala le gros, comme l'appelle ses proches, va poursuivre son sport préféré, l'enquête. Il va mettre toutes les chances de son côté pour écrire sur les conditions de détention des prisonniers, le trafic de drogue et la corruption qui régnait à la maison centrale et qu'aucun journaliste à l'époque ne pouvait dénoncer. Tapoté. Je réussis aussi à avoir une caméra là-bas. Là, c'est vraiment payé. Je ne sais pas si vous... Bon, c'est un peu... Il y a à peu près la moitié qui reste. Hein. Si vous voulez vous prononcer un peu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, ça fait partie vraiment des figures qui sont différentes de Maramaya Diallo. Regardez dans quelles conditions. Et imaginez, peu importe, hein, le journal là sans compte est accepté parce que quand l'imprimé parti Sumba a commencé, le coût de la production d'un journal et son prix c'est entre 600, c'est-à-dire que chaque journal vendu, il devait perdre 400 francs. Il dit ok, je vais aller le faire ailleurs. Mais imaginez, autant de journal là sans compter, on laissait un journal imprimé en Côte d'Ivoire rentrer en Guinée. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler en Guinée. On est où? Et Maramaya Diallo est là à faire des suspensions à gauche. Allez-y, donnez votre point de vue. Si vous voulez après qu'on continue, mais ceux qui ne sont pas, qui souhaitent fouiller davantage, vous allez sur oui, monsieur Petaka, je vais en profiter encore pour rappeler aux gens, quand je dis que Mamadi est le worst président qu'on ait eu, worst personne qui peut représenter l'État. Il a pris le mauvais de tout le monde, mais le bien de personne. Voilà un exemple bien précis. Là, ça va compter. La liberté de presse, de s'exprimer. Est-ce qu'il a pris ça? Ce qui était mauvais, c'est ce qu'il a pris. Avec ce que tu veux, même chose. Avec le mais imaginez ce qu'il vient d'affirmer. Je n'ai jamais travaillé autant qu'en prison. Ça veut dire, depuis la prison, il signait des articles. Mais vous imaginez, aujourd'hui, c'est possible en Guinée? Voilà, aujourd'hui, des individus comme nous, des gens de rien du tout, des petits aventuriers là, qui ont passé toute leur vie à étudier et peut-être vouloir rentrer un jour au pays pour faire bénéficier le pays, on nous traite de comment on appelle, d'ennemis d'État. C'est ce qu'ils font. On nous traite d'ennemis d'État. Et je vais rappeler encore, quand monsieur Oniwogi parle de, je sais pas, Mamadi n'a personne à côté de lui, que les gens, il faut qu'on lui donne des conseils. Hey, le conseil le plus simple que moi j'ai toujours donné à Mamadi et tout le reste, c'est quoi? Il faut faire comme des singes. Aussi simple que ça. Et regardez ce qui se passe ailleurs, apprenez ça et copiez, c'est fini. Mais ils ne le font pas, ces gens-là ne le font pas. C'est pas de copier, hein. Mamadi doit foutre le camp. S'il vous plaît, faites attention. Non, attends, il faut le dire. Écoutez. Il n'a rien à copier ailleurs que foutre le camp. Il faut qu'on soit clair. Hein. Écoutez, quand on dit ça qu'il faut copier, il faut le dire dans le sens, avec toutes ces pagailles qui sont en train de se passer en Guinée. Non, on doit préciser que Mamadi doit foutre le camp. C'est pas pour copier ce qui se passe au Burkina. Avec des gens qui n'ont aucune opportunité pour quoi que ce soit. Il doit partir. Donc, ils ne font absolument rien. Demandez pas. Avec Mamadi, on a absolument tout perdu. On a tout perdu. Ce pays-là a tout perdu. Et aujourd'hui, on se demande, bien sûr qu'il nous a dit pourquoi il a fait le coup d'État, mais nous-mêmes, on se pose la question aujourd'hui, pourquoi le coup d'État? Pourquoi? Quelle était la raison? Parce que la justice n'est pas meilleure aujourd'hui par rapport à hier. La liberté, c'est pas meilleur aujourd'hui par rapport à hier. L'économie, ce n'est pas mieux aujourd'hui par rapport à hier. Rien n'est mieux aujourd'hui par rapport à hier. Absolument rien. Rien du tout. Une perte de temps et nous allons nous asseoir, on va voir ces gens-là, ils vont rien apporter au pays et ça sera encore des générations qui vont être perdues. Donc franchement, il faut que les Guinéens se lèvent, il faut que tout le monde se lève, il faut qu'on dise que c'est assez, il faut qu'on leur monte la porte. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, rien d'autre. Voilà. On ne peut s'entendre à rien avec ces gens-là. Absolument rien. Parce que tout est à l'envers aujourd'hui. Le jeune qui a perdu sa vie là, et tout le reste, on les entend, ils sont en train de donner comment on appelle, des voitures, des motos et tout ça là. Mais ce n'est pas ça un État. Un État au moins, c'est quand tu t'assois, tu te dis, écoute, si je me trouve dans une situation quelconque, voilà à quoi je dois m'attendre face à mon État, face au gouvernement. Mais il ne faut pas que ça soit parce qu'il faut faire la mamaya, parce qu'il faut que tu sois connu, parce que quelqu'un a envie de faire m'as-tu vu, que toi, tu dois expecter d'avoir quelque chose. Donc, franchement, c'est difficile à dire, mais il faut que les Guinéens se lèvent. Il faut qu'on se lève, franchement. Il faut qu'on se lève. Voilà, c'est ce que je voulais acheter. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Petaka. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre un moment sombre en Guinée. On n'a jamais vécu. On n'a jamais, dans tous les régimes, je crois que ça, c'est le régime le plus dangereux qu'on n'a jamais vu. Parce que la première chose, d'abord, dans un pays,
c'est la presse. Si la presse n'est pas libre, cela veut dire que tout le monde est prisonnier dans ce pays-là. Mamadi, il est venu, aujourd'hui, tout le monde a écouté Pitaka. Moi, on a dit ça ici. On a dit ça pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Tout le monde a écouté. Il dirige le pays, on dirait, même au Corée du Sud, n'est pas comme ça. Même la Russie, les gens ont la liberté de s'exprimer. Il y a la presse qui existe. Parce qu'il y a des presses étrangères qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, chez nous, rien. Rien, absolument rien. Moi, je pense, on a beau parler, on a dit à la population, on les a parlé, on les a expliqué pour s'ils s'élèvent. Parce qu'il ne faut pas qu'on accepte un groupe de bandits, qu'ils viennent, qu'ils mettent tout le monde en prison. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont en prison. Personne ne peut s'exprimer, Pitaka. Il n'y a même pas la presse en Guinée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le gars là, il est venu, il a tout fait. Et pourtant, la presse, c'est la partie appelée. Mais imagine, autant de compter, on peut importer un journal qui a été imprimé à l'extérieur de la Guinée et qui rentre à Conakry contre lui, satirique. Exactement. Exactement, Pitaka. Mais aujourd'hui, on n'ose pas. Et la population voit tout ça là, ils disent rien. Les gens là, partout aujourd'hui, ils font de la pagaille, Pitaka. Rien ne marche dans ce pays-là. Rien ne bouge. À partir du moment où la presse est bâillonnée, qu'est-ce qui va marcher? Parce que c'est la presse qui va... Il y a assez de secrets de l'État. C'est la presse seulement qui est habituée à faire sortir ça, à faire comprendre aux Guinéens qu'est-ce qui se passe. Maintenant, si cette presse maintenant n'existe plus, cela veut dire même l'État guinéen n'existe plus. C'est des bandits seulement qui sont là, tous les jours à piller nous bien. Rien ne marche. Tous les jours, ils sont là à nous mentir. Les gens, tous les jours, on évacue les gens même au Sénégal. Pitaka, moi, je ne comprends pas les Guinéens. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec les Guinéens. Parce que ça, c'est clair. Tout le monde doit se lever. C'est clair. Dommage. Non, c'est dommage, Pitaka, c'est clair. C'est pas possible. Sinon, autant de compter, un prisonnier qui signe un article depuis la prison, ça c'est possible aujourd'hui. Pitaka. Subhanallah. Même en les voyant d'abord, il faut dire ses parents, les journalistes qui sont là-bas, là, il faut dire est-ce que ses parents acceptent les parents les visites? Non. Voilà. C'est ça. Le régime là est venu, un groupe de personnes, des bandits sont venus aujourd'hui, s'asseoir sur le dos des Guinéens, bloquer tout. Bloquer tout, Pitaka. Et les Guinéens voient ça, ils ne disent rien. Rien, absolument rien. Pendant combien de temps ils nous ont menti ici, dire que réellement il y a des hôpitaux en Guinée? Rien aujourd'hui. On voit qu'il y a des petites maladies de rien. Quelqu'un meurt de ça. Il n'y a rien, Pitaka, rien absolument. La presse maintenant qui était censée de nous informer, il n'y a plus cette presse. Il n'y a plus, parce que quand tu viens même, tu n'oses pas parler. Tu parles quelque chose, Pitaka, après le lendemain, on entend tel est suspendu, tel est suspendu. Dans quel pays on voit ça? On voit aux États-Unis, les journalistes s'attaquent au président. Ils s'attaquent, Pitaka, ils se lancent des mots, rien ne sort. On prend une seule personne comme un dieu dans un pays. Moi, pour moi, Pitaka, la Guinée n'existe plus. On n'a plus un pays qui s'appelle la Guinée pour le moment. Il n'y a pas. Tant que les bandits là sont là, parce que ça, ce n'est pas un pays. Un pays où les droits ne sont pas faits. Personne n'ose dire quelque chose. Et tu es dans ta maison, tu n'es pas sauvé. Là où maintenant, Pitaka, on tient des femmes et des enfants même qui ne sont même pas nés. Ah, hey. Que Dieu nous aide. Si les Guinéens, si vous ne vous levez pas, parce que Andy Pitaka, c'est miskin Wouli, Pandi. C'est Dieu va répondre. Et on connaît les pays limitrophes. La Sierra Leone et le Libéria, on connaît pourquoi il y a eu des guerres là-bas. On connaît pourquoi. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça, Pitaka. Mais continuons. Nous, ce qu'on peut, c'est de dénoncer, c'est de vous dire, vous êtes en Guinée là-bas, levez-vous. Levez-vous, rien ne marche depuis que ces bandits-là sont venus. Rien ne marche. C'est pour cela, Pitaka, aujourd'hui, la presse n'existe plus. Parce qu'ils le savent, il n'y a rien. Et quand la presse existe, ils vont dénoncer. Et quand la presse dénonce, la population va se lever. Maintenant, s'il n'y a plus la presse. Mais on est là. TikTok, maintenant, c'est la presse guinéenne. Ils sont là tous les jours à nous écouter. Tous les jours. On vous dit, levez-vous. Mais ils ne veulent pas. Continuez. Voici ce qu'on appelle système en Guinée, dans la presse, c'est lui, Abladjibri Diallo. Voici les vautours de cette presse guinéenne. Eux, là. Eux. Allez-y, monsieur le policier, si vous voulez pas la parole est prise. On va revenir sur l'électricité. Allez-y. Bon. C'est par rapport à ce que mon père dit là. Ce qui est bizarre, aujourd'hui, nous tous, on sait que la presse n'existe pas. Mais Mamadi, il montre aux gens qu'il y a la presse en Guinée. Parce que Mamadi, il a 7 médias. C'est ce qu'il a. Vous savez, Mamadi arrive à faire une déclaration de ses biens. Lui seul, il a 7 médias en Guinée. Mais garde à toi dans ces médias, tu vas le critiquer. Ne dites pas qu'il n'y a pas de médias. Mamadi prouve avec cet agrément, puisque film a été rebaptisé, revendu Télé 224. Bon, c'est peut-être espace, on vient de changer.
toutes les autres là, Mamadi les a reconvertis, les a rachetés. Donc, c'est-à-dire, ce qui est difficile, et il se rencontre avec les institutions, il présente ses agréments, lui seul il a 7 médias, et c'est les anciens journalistes qui sont là-bas, ouais, les Abakar Diallo, les autres, ils sont tous dans ces médias-là. Donc, et les médias, nous qui sommes là, on les écoute. Du matin au soir, il faut flatter Mamadi. Parce que c'est Sogromatopé, quoi, le dieu du contraire. Il y a des médias, si tu le critiques, le lendemain, tu es porté disparu, quoi. Si tu as la chance même, comme le gars DCI de la présidence, lui au moins il est à la maison centrale. Mais les Habib Marouane sont où par rapport à ça? Donc, nous qui sommes là, il y a ces télés qui sont nés, ça fonctionne ici, mais tous les autres médias, bon, Tamine Girassi a montré l'exemple, il est content de se retourner pour faire maintenant les mêmes éloges, puisque tout beau flatteur se nourrit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ici, toutes les télévisions actuelles qui sont là, c'est la RPG en miniature. Ah, vous avez vu l'intervention de François Soudan, non? Il dit que Jeune Afrique, c'est pas la RPG, parce que toutes les télévisions qui sont là, tout. Et mais quand un étranger vient, tu es en Guinée, du matin au soir, c'est les éloges de Mamadi Doumbouya. C'est difficile, hein, vous qui êtes pas là-bas, vous ne pouvez pas écouter. Mais on est obligé. Et tous ceux qui sont là à 6 heures du matin, on appelle. Si tu veux, tu appelles Soleil. Si tu veux, tu appelles tel. Tous ceux qui viennent là, il faut faire semblant de le critiquer. Alors, c'est comme ça, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. C'est ce qui est là. Mais actuellement, vous qui êtes pas là-bas, le fait de dire qu'il n'y a pas de médias, quand moi je vous parle en tant que quelqu'un qui est en Guinée. Pas de médias indépendants. Pas de médias indépendants. Non, c'est ce que je dis. Et ils montrent que c'est des médias privés. Et c'est ce que je te dis encore. Je ne suis pas contre. Les gens ont revendu. Quand la dame a dit ça ici, tu sais que toi tu me suis sur ma page. J'ai dit que la dame là était sincère. Oui. Yakabi. Mais Yakabi est le monsieur qu'on a déposé à la maison centrale. Il n'y a pas eu de jugement. On l'a dit de se taire, de ne plus apparaître devant caméra. Elle a été la seule Guinéenne à venir dire, même si tu es sa mère, même si tu es son frère, même si tu es lié à lui au centre, tu t'arrêtes devant son pouvoir, il va te couper la tête. Il va te dire. Elle a dit ça ici publiquement. On l'a envoyé en prison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que la réalité est portée disparue. La dame qui est tuée et qui est là avec son enfant, on dit, dès qu'il y a un problème, je vous ai expliqué mon cas. Quand ils sont venus tirer chez moi, ils ont kidnappé mes parents. Avant ça, depuis le temps d'Alpha Condé, je suis en contact avec les médias. J'ai rappelé tous les médias là qui me parlent. Tous mes amis journalistes me disent, hey, on préfère notre vie que parler de ton cas. Je n'ai pas eu le numéro de Abdoulatif. C'est pourquoi vous avez vu, ça a été publié dès l'Europe par là-bas, concernant ma situation. Ici en Guinée, même si vous êtes ami, tu es ami de promotion avec quelqu'un de l'école primaire jusqu'à maintenant, il est journaliste, tu as un problème, mon frère, c'est comme les avocats, hein, c'est la même chose. Donc ils m'ont dit qu'on ne pouvait rien. Il y a un qui a insisté, ils sont allés même à la réunion de rédaction, ils m'ont appelé, ils ont mis sur haut-parleur. C'est-à-dire, tous les patrons des médias sont dans un groupe WhatsApp, Telegram et Signal aussi. Quand il y a un problème, les patrons de la présidente disent on ne veut pas entendre quelque chose. Mon frère, le problème là, heureusement, la seule chance qu'on a, on a les réseaux sociaux où les gens en parlent. C'est tout ce qui reste aux Guinéens qui ne peuvent pas bloquer. Mais comme ils disent, ils vont taxer Facebook, vous avez vu des déclarations de la RTP sur ça, ainsi de suite. Vous avez vu quand même, c'est pas moi qui ai dit. Mais tous les médias qui sont là, et ils présentent aux partenaires comme c'est des médias indépendants. Il faut qu'on se dise la vérité. J'entends souvent, il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'espace qui était là, Dioma et Film. C'est peut-être Espace qui a changé de nom. Dioma Film, c'est déjà racheté par Mamadi Doumbouya il y a longtemps. Il y a longtemps, ils ont changé de nom et puis c'est racheté. Et on ne va plus les ouvrir. Vous avez vu Espace, on a dit de changer les noms. On te donne les mêmes fréquences, tu changes de nom, tu continues. Et tous ceux qui viennent en Guinée ici, et le matin, pour une information, Dioma n'a pas été acheté. Dioma Média a été fermé. On va vous donner la parole après. Fermez votre micro, on donne la parole après. Oui, moi je ne sais pas. C'est cette média, ils n'ont pas dit go. Mais vous avez vu à la Cour constitutionnelle, les gens, il y a eu fuite, on dit qu'il a 7 médias. Et ça, c'est les indiscrétions des gens qui disent. Espace est fermé. Maintenant, Film est fermé. Dioma est fermé. Mais il y a des télés parallèles dont les journalistes qui étaient là-bas sont utilisés. C'est ce que nous on dit, il a racheté autrement. C'est par rapport à ça, j'ai dit. Tous les journalistes de Dioma sont utilisés. C'est pas un exemple que le gars montrait ici. Ils sont soit à la primature, à la présidence ou dans les autres médias.
Voilà un peu Celle qui pourquoi on n'a dit pas ça, dit que elle travaille au CNT. Voilà. Celle qui nous a donné l'information, elle travaille au CNT. À la HAC, pardon. Le commissaire à la HAC. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a aussi autant d'informations qu'elle. En matière de médias, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire mieux qu'elle. Hein? Elle a osé avec un serment. Non, moi, que Dieu prie que je sois un jour quelque part, la dame là, on doit la rechercher, montrer comme étant quelqu'un qui a été véridique. Il faut l'assumer. Hein. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que... Il n'y a aucun média. L'école des sages, je vous donne la parole juste une minute. Parce que il y a eu des gens qui ont commencé à pleurnicher, l'élection s'est mal placée, il y a eu même un policier blessé à Beila. Nous, pour nous, tous ceux qui participent à l'élection de Mamadi, ou qui l'appellent, écoutez, voilà ce qu'on a préparé pour eux. Non, moi, en vrai... Une minute, je vous donne la parole tout de suite. Une minute. Où sont passées les valeurs vendues sous fond de communautarisme? Le micmac est fini, la nuit, ou bien à Famali encore, sinon le risque est gros à l'ail. Wafa les bêtes, réaction de mouton, réponse du berger. Tapoté. C'est dehors, si à Famali, bientôt. Micmac barabon la Guinée, quoi. Si tu comprends, tant mieux, sinon c'est faillard sur ta tête. Et crois-moi, les risques est gros. Le peuple a compris, go. Manipulation, baragnon. L'hypocrisie aussi, encore moins gros. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Parce que travail, ça, système. Où vas-tu go? On n'offre pas la dame. Où sont passées les valeurs vendues sous fond de communautarisme? Le micmac est fini, nani, à Baraban, ou bien à Famali encore. Sinon le risque est gros, wallahi. Wafa les bêtes, réaction de mouton. Réponse du berger. Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, c'est à Famali bientôt. Dites-moi d'où viennent ces manipulateurs qui se servent des communautés pour du buzz. Pourquoi on doit laisser faire ces agités, jouer avec nos esprits? Jamais, jamais, plus jamais ça. Opposants qui appellent Mamadi Doumbouya président sont des collaborateurs, car Mamadi reste et demeure. Si on dit qu'on les opposés, lorsqu'on cherche bien à les interroger, ils sortent du bois et s'agitent, fou pas fou. À force de les écouter, on finit toujours par les trouver faux et plein de fausses prétentions. Quel est ton combat? Si Mamadi Doumbouya est ton président, dis-moi t'es dans quel combat? Sans même devoir te parler, on sait déjà pour qui tu roules. Sacrée démocratie, moi ta vérité. Où est-elle cachée? Ça doit faire au moins 1000 fois que certains se demandent. Où vas-tu go? On n'en pas la dame. Où sont passées les valeurs vendues sous fond de communautarisme? Le micmac est fini, nani, à Baraban, Féougo. Ou bien à Famali encore, sinon le risque est gros, wallahi. Wafa les bêtes, réaction de mouton, réponse du berger. Nanarago, un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, c'est à Famali bientôt. Dites-moi où sont allées des revendications d'hier?